le MAG associatif en Champagne-Ardenne, en partenariat avec le mouvement associatif et RCF Cœur de Champagne. Présenté par Jawed Saoudik. Bonjour et bienvenue dans le MAG associatif en Champagne-Ardenne, au cœur de la foire de Châlons en Champagne. Nous abordons un sujet aussi essentiel que méconnu, les réalités des personnes en situation de handicap. Ensemble, nous allons explorer comment, malgré les perceptions souvent limitées ou erronées, des millions de personnes en France vivent leur quotidien, relèvent des défis et contribuent à bâtir une société plus inclusive. Pour ce nouveau titre, ce deuxième numéro, on l'a intitulé « Au-delà des apparences, regard croisé sur les réalités des handicaps ». Au programme, des témoignages puissants, des expériences de vie poignantes et des initiatives locales, comme celle portée par l'Académie des sourds et de l'association AVH en Champagne-Ardenne, qui s'efforce de déconstruire les stéréotypes et de favoriser l'accessibilité. Nous aurons également l'honneur d'accueillir donc Olivier Roux, donc une personne engagée dans le milieu associatif qui partagera avec nous son regard et son expérience. Et je crois qu'il a beaucoup de choses à nous dire. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour mieux comprendre les obstacles, mais aussi les victoires qui rythment le quotidien des personnes en situation de handicap. Plongeons ensemble dans ce dialogue enrichissant pour mieux saisir l'impact des actions menées et découvrir comment chacun d'entre nous peut contribuer à une cause d'une société plus inclusive. Autour de cette table, je vais commencer avec celle qui est tout de suite à ma droite, Michèle Champeau. Elle est présidente de l'association Valentin AOI. Et puis, on peut rappeler donc son handicap, c'est qu'elle est malvoyante suite à une maladie, la toxoplasmose. Elle va me redonner précisément le petit souci. Et puis, bien évidemment, a provoqué un peu plus tard un glaucome. Et il ne reste quasiment plus grand-chose, malheureusement, pour voir. Donc, c'est de naissance et ça s'est dégradé au fil des années. Et puis, on poursuit juste à côté. Il s'agit de Jérôme Ponsigneux, qui est là, donc, du coup, muet. Mais il est quand même formateur à l'Académie des signes de langue française. Donc, voilà, on peut être sourd et quand même être formateur, expliquer et annoncer des choses. Bien évidemment, on ne pourra pas entendre le son de sa voix, mais on aura la belle voix de Océane qui est son interprète et qui assure les langages des signes et qu'on remercie grandement aussi de prendre le temps d'être auprès de Jérôme pour l'accompagner. Et puis je vous le disais, Olivier Roux, alors lui c'est un intervenant au sein des établissements de santé, l'IRTS, l'IFAS, il est également bénévole à la Ligue de l'enseignement. Il m'a dit en plus en antenne, il est vraiment sollicité et mène beaucoup d'actions bénévoles dans la région, le département de la Marne. Et lui, donc, il est né prématurément à 6 mois. Et puis, bien évidemment, ça a provoqué beaucoup de maladies post-naissance et qui aujourd'hui est en fauteuil roulant. Et donc, il va nous témoigner un petit peu aussi ses difficultés. Mais je pense, j'utilise le mot difficulté, mais je pense pas. Je pense qu'il y a aussi de très belles réussites, il y a de très belles choses aussi qui existent. Et j'espère qu'on va aussi l'occasion de les entendre, parce qu'il faut rester fort et positif. Et comme on dit aussi à la radio, une joie qui doit se partager. On va commencer par quelque chose même de très très doux. En ce moment, et je le vois, on est sur un village sportif ici, ce sont les Paralympiques. Est-ce que vous suivez un petit peu les Paralympiques et que c'est un champion, une championne que vous suivez actuellement qui veut commencer à répondre? Moi, je vais souvent maintenant pour les Paralympiques parce que j'ai suivi avant quand même les Jeux Olympiques et donc j'ai laissé de côté pas mal de choses à faire. D'accord. On est aussi un petit peu plus occupé maintenant, c'est pour ça. Mais quand je rentre chez moi le soir, j'aime bien avoir les infos. Je mets les infos, je regarde qui a une médaille, qui a fait ça. Oui. D'accord. Vous suivez l'actualité. Est-ce que Jérôme suit l'actualité des Paralympiques? Oui, moi j'ai regardé les Jeux Olympiques début juillet parce que j'étais en vacances, c'était plus simple. Donc je suivais qui gagnait, qui recevait des médailles. Là pour les Jeux Paralympiques, je travaille, du coup j'ai pas le temps de regarder. Je suis obligée de regarder plus les résultats après. Mais j'ai pas pu tout suivre au niveau des Jeux Paralympiques. D'accord. Et Olivier? Alors, je suis quand même un peu quand j'ai le temps parce que, pareil, comme mes deux autres collègues, je travaille beaucoup, je manque un peu de temps. Et moi, j'ai quand même un regret, c'est que quand vous faites une comparaison entre la couverture médiatique des Jeux Olympiques et la couverture des Jeux Paralympiques, vous constatez un écart abyssal. Hein. Oui. Regarde, si on se contente de regarder l'écart de diffusion entre les chaînes publiques, c'est-à-dire entre le Paralympique et les Jeux Olympiques, c'est du simple au triple. Hein, c'est vrai. En tout cas, je ne sais pas si ça peut être un symptôme un petit peu justement de la discussion d'aujourd'hui, de se dire
on peut mettre en avant justement le handicap, montrer que c'est une force comme une autre, qu'il n'y a rien de plus ou moins, mais en même temps, il y a des lacunes, c'est peut-être mal diffusé, c'est peut-être sur une période qui n'est pas favorable à être suivie. Donc, comme quoi, il y a des choses belles, Ouais, que ça existe, clairement. et puis il y a encore des obstacles à mener pour que ce soit au top. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, justement. Et donc, alors, est-ce que vous pouvez nous raconter une situation où vous avez directement ressenti un manque d'accessibilité ou d'une inclusion dans votre quotidien ou au travail? Qui veut commencer? Est-ce que Jérôme? Alors le premier obstacle, oui, nous, c'est la communication, parce qu'on n'a pas la même langue. La langue française, pour nous, les personnes sourdes, c'est notre langue seconde. Notre première langue, c'est la langue des signes. Donc, parfois, il y a certains sourds qui ont un bon niveau de français, d'autres non. Donc, c'est ça qui est aussi compliqué, parce que le français, on sait que c'est une langue compliquée. Certains mots ont beaucoup de sens différents. Donc, il y a beaucoup de sourds illettrés. Donc, ça, c'est un handicap au quotidien. Alors là je vous avoue, j'apprends quelque chose d'incroyable. C'est que l'illettrisme existe également chez les sourds. Oui, il y a 80% de personnes sourdes qui sont illettrées. Et par rapport à la population entendante, où il n'y a que 4% d'illettrisme. Et comment on peut l'expliquer? On connaît quelques facteurs qui expliquent cet illettrisme? Donc, par exemple, ça vient surtout de l'école, de l'éducation. Si, par exemple, on va utiliser le terme séropositif, par exemple, une personne sourde va voir le mot positif et va être content parce que positif, c'est plus, alors que finalement, c'est pas le sens de ce mot-là. Donc, comme la langue française n'est pas la langue des personnes sourdes, ça crée beaucoup de malentendus. Il y a des sourds, bien sûr, qui ont réussi leur scolarité, qui ont un bon niveau de français, alors que des sourds qui ont eu des difficultés dans leur scolarité, une mauvaise éducation, auront plus de mal avec le français. Et la langue des signes se pose un petit peu comme un sauveur et permet d'acquérir le savoir qu'ils n'ont pas eu en français. D'accord. Je suppose qu'on aura peut-être des parents qui nous écoutent, qui ont des enfants, très jeunes enfants. En plus, là, c'est la rentrée des classes, qui ont des enfants sourds. Est-ce que Jérôme a peut-être une astuce, une idée pour les parents qui nous écouteraient, pour leurs enfants, pour surmonter l'illettrisme? Oui, alors la première chose à avoir, c'est quand on a un enfant sourd, c'est vraiment d'essayer d'éviter de voir que la surdité, que « oh, c'est triste, il est sourd » et se concentrer sur le fait de le soigner, alors que la langue des signes, c'est pas un tabou. Il faut, ça aide au contraire les enfants à s'épanouir, à développer une communication, donc avoir au minimum la langue des signes pour pouvoir créer un lien et bien sûr en parallèle apprendre le français dans des classes bilingues où on apprend la langue des signes française et le français en même temps pour que l'enfant puisse s'épanouir et puis écrire dans son quotidien, lire, communiquer. Et grâce, la langue des signes donne les bases. On voit bien maintenant dans les crèches, il y a le bébé signe. Et pourtant, on l'enseigne aussi aux enfants entendants. Donc, c'est vraiment que le handicap, on le met de côté et que l'important est de développer le cognitif, une langue. Donc, la langue des signes s'y prête bien pour pouvoir construire des bases solides et ensuite acquérir d'autres langues dans la foulée. Alors que beaucoup, là, en ce moment, font le contraire, se centrent sur le soin, le médical et pas sur la langue. C'est extrêmement important ce qui est précisé là avec Jérôme, parce que c'est vrai que c'est méconnu, hein, je le découvre aussi avec vous, auditeurs, ce type de handicap. Et comme quoi, en plus, j'entends que Jérôme nous explique souvent quelque part, un peu à faire, peut tout donner en fin de compte, dès la naissance. Oui, c'est ça, c'est complètement ça. Il y a déjà des études scientifiques qui ont été faites aux États-Unis et qui disent que oui, la langue des signes pour les bébés, qu'ils soient sourds ou entendants, est vraiment très important pour développer le cognitif et le langage corporel de l'enfant. Et ensuite, il pourra construire, apprendre une langue, développer des mots. Et en France, on est un petit peu en retard sur ça. Il y a un décalage à peu près de 20 ans sur les études entre les États-Unis et la France. Alors, je vous rassure, hein, Michel Olivier, je vais revenir vers vous, mais j'ai une petite question encore avec Jérôme, parce que vous avez expliqué des choses sur ce langage. Et j'ai eu aussi une impression
comme un touriste qui arrive d'étranger, qui parle, je sais pas, le japonais ou l'espagnol, qui arrive en France et qui essaie de parler un petit peu la langue française avec le peu qu'il doit savoir. Et j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. Mais peut-être que je me trompe. Oui, c'est vrai que c'est un peu proche. Moi, ma langue maternelle, c'est la langue des signes. Et la langue française, c'est ma langue seconde. Donc, un petit peu comme les étrangers. Par exemple, un espagnol, sa langue première, ce sera l'espagnol. Et sa langue seconde, ce sera le français. Donc, on sera un petit peu au même niveau sur ce point-là. Mais donc, le handicap est un petit peu le même. Simplement, je me rends en boulangerie. Je vais dire bonjour et on va me répondre en anglais. Alors que je suis simplement sourd et je suis français. Mais ils vont m'écrire en anglais ou me parler en anglais. Mais je suis pas étranger, je suis bien français pourtant. Et ça porte très souvent à confusion. Parce que c'est un handicap invisible. Quand on voit pas que je suis sourd. Donc, Et du coup, on a réflexe de lui donner une langue étrangère qui est la langue française. Oui, c'est ça, alors que pas du tout. Pas du tout. Je me tourne vers Michel, justement. Vous, est-ce que vous pouvez nous raconter une situation, surtout d'un point de vue un peu professionnel, quoi que ce soit, ressenti un manque d'accessibilité ou quelque chose, voilà, que vous voulez nous partager, nous expliquer pour mieux comprendre et mieux appréhender aujourd'hui, être sensible au handicap des malvoyants? Professionnel, moi, je peux pas trop en parler parce que je suis en retraite. Ah oui. Mais il est toujours difficile pour un employeur de s'adresser à un déficient visuel parce qu'il pense qu'il pourra pas faire. Mais il y a des gens qui sont formés. Maintenant, il existe des formations comme pas que standard, mais accueil. Il y a des gens qui vont travailler dans les bureaux. Le tout, c'est d'avoir une formation. J'ai par exemple un frère qui n'est pas plus jeune maintenant, mais qui est allé à l'école des jeunes aveugles à Paris à l'époque et qui a fait des études supérieures, qui a travaillé au ministère des Finances. Et voilà. Et à l'époque, c'était très difficile parce que il allait à la fac avec un gros magnétophone à bande. Les grosses bandes, je ne sais pas si vous voyez. Oui, je vois un peu les gros appareils. Oui. Maintenant, on peut y aller avec un tout petit truc là, un téléphone. Un petit appareil, un petit zoom, je connais. On connaît ça dans le métier. Voilà, l'informatique nous a permis justement d'accéder plus facilement à la connaissance et au partage et au travail. Et voilà, c'est vraiment une aide, mais il faut être formé. Et il faut aussi que les employeurs comprennent qu'il y a quand même des gens qui vont à l'école, oui, qui se forment. Alors, à Reims, on a l'Institut régional Michel Fondre, et qui a des jeunes aussi, des jeunes qui vont aussi, qui font de l'inclusion à l'école dite normale, oui, aussi, pour les habituer. Et après, certains vont partir, alors plus sur Paris, faire des études supérieures, mais pas que, j'en connais à l'UT, à Reims par exemple. Nous aussi, chez nous, on a quelqu'un qui a fait une formation à l'UT, donc c'est quand même pas incompatible. Vous écoutez le MAG associatif en Champagne-Ardenne. Moi, quand je vous écoute, Michel, et en plus, comme j'écoute aussi ce que nous expliquait Jérôme, j'ai l'impression qu'en fin de compte, on peut vraiment régler beaucoup de problèmes très simplement. On forme, on prend le temps de parler, on aide des enfants à discuter pour développer les choses. Et j'ai l'impression que vous dites aussi la même chose. C'est pas le même handicap, mais en fin de compte, vous dites la même chose. Il suffit de former, de prendre le temps. Prendre le temps, expliquer. Et puis les gens se disent « Ah oui, c'est comme ça, oui, peut-être que voilà, cette personne-là, il faut peut-être nous faire quelque chose chez nous. » Mais il faut pas partir perdant, quoi. Ouais. Faut proposer. Après, faut tomber sur la bonne personne, comme quand on recrute, on fait un recrutement, quoi. Il y a ceux qui vont convenir, ceux qui vont pas convenir. Après, c'est comme ça. Mais et c'est pour ça qu'il faut, parce que la plupart des déficients visuels qui peuvent faire de grandes études maîtrisent le braille bien souvent, les 3/4 du temps. Et c'est important de le dire, parce que les jeunes maintenant ne veulent plus apprendre. Parce que avec un ordinateur qui va vous
dire tout ce que vous faites. Oui. Qui doivent vous dire quelle lettre, sur quelle lettre vous tapez, et voilà. C'est bien gentil, mais quand vous êtes devant un public pour faire une démonstration de quelque chose, une conférence, eh ben, les 3/4 des déficients visuels qui sont à la hauteur, ils ont leur texte sous les doigts. Et ça, c'est un gros avantage pour eux. Donc je dis, il faut surtout pas laisser tomber le braille. Mais il faut le faire. On perd la vue, on s'y met, même tard, qu'est-ce que ça peut faire? On lira pas très vite quand on commence le braille à 70 ans. C'est sûr qu'on lira pas aussi vite que le gamin qui était à l'école à... Mais il suffit d'y aller étape par étape. Voilà, tout doucement. D'accord. Mais ça fait rien. Et puis, non, mais c'est intéressant. Et voilà, faut le faire. Hein. Parce que les enfants, nous, apprennent le braille. S'ils sont déficients visuels petits, ils vont aller à l'école. Et le français, ils vont l'apprendre en braille ou ici, avec l'informatique, bien sûr, mais aussi en braille. Et voilà. Après, ils peuvent lire des bouquins en braille complet eux-mêmes. Et on garde l'orthographe comme ça. D'accord. Parce qu'avant d'écouter, c'est bien gentil, mais on ne sait pas comment ça s'écrit. Exactement. Ça, et là, je pense un peu pareil, hein, comme avec Jérôme, un peu aux parents. Il suffit vraiment d'être, pas se dire mon enfant est malade, non, dire il faut que je développe ses sens, toutes ces connexions neuronales pour qu'il puisse travailler, vivre, discuter, échanger, communiquer de sa manière avec les autres. Mais dès la naissance, il ne faut pas prendre ça comme un mal, il faut dire faut y aller. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça existe. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est bien de rassurer les parents, mais ça demande aussi un travail pour les parents. Aussi. Qui, eux, en général, n'ont pas connu le handicap et tout d'un coup, j'ai l'impression qu'ils vont se découvrir avec l'handicap de leur enfant. Ils vont le partager. Et souvent, ils partagent avec d'autres parents. Et c'est ça qui fait que ils peuvent s'entraider pour les enfants, quoi. Ça, c'est très bien. D'accord. Alors, je me tourne du coup vers Olivier, parce que je sais qu'il s'impatiente. Ah non, c'est quelqu'un qui aime bien s'exprimer, Olivier. Mais je voulais savoir, justement, Olivier, dans un cadre professionnel ou dans le bénévolat, justement, un petit peu des difficultés que vous avez dû essayer de surmonter, parce que ça nous permet un peu de mieux appréhender les handicaps que vous avez aujourd'hui. Alors, justement, moi, je souhaitais revenir sur ces questions qu'évoquaient Jérôme et Michel sur la perception. Et souvent, moi, j'ai un vrai problème, parce que du fait de la loi, quand on me voit comme ça, on s'en rend pas compte, mais je vis dans un établissement médicalisé parce que je suis incapable de me lever tout seul, d'aller aux toilettes tout seul. Donc, normalement, à partir de là, quand on est incapable de ces gestes-là, c'est difficile d'avoir un travail au sens que la société l'entend. Oui. Donc, du coup, mon travail à moi, c'est le bénévolat, parce que le fait d'être bénévole, ça permet que quand je suis hospitalisé 15 jours au beau milieu d'un mois, c'est pas grave, le bénévolat, il m'attend. D'accord. Il n'y a pas la Et donc, ce que je dis toujours aux étudiants, c'est il faut arrêter avec cette société centrée sur le travail comme valeur, parce que du coup, ça engendre un problème, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à être bénévole il y a 15 ou 20 ans, j'entendais, c'est bien, tu fais du bénévolat, ça t'occupe. Ce à quoi je leur répondais, non, c'est pas une occupation, c'est un engagement. Si j'ai envie de faire de l'occupation, je fais du Scrabble ou du macramé ou des colliers de nouilles ou autre chose. Mais si je suis bénévole, c'est parce que j'ai des convictions et des choses à dire. Donc vraiment cette question de l'engagement et de se dire que le bénévolat, c'est pas une voie de garage. Et effectivement, il y a un certain nombre de personnes handicapées qui, pour des tas de raisons, ne pourront pas travailler. Et c'est pas une tare. Non, c'est bien. Du coup, je me pose cette question-là. Si vous êtes en mesure de mener des actions bénévoles, de l'engagement auprès d'associations, du coup, qu'est-ce qui coince pour un employeur d'embaucher? Alors, en termes de... Alors, je vais être très trivial, mais aujourd'hui, c'est ce que je disais au micro tout à l'heure, on est dans une société de l'immédiateté. Donc, si vous dites à votre employeur, il va falloir que vous nous embauchiez à deux, c'est-à-dire que vous m'embauchiez moi et que vous y portiez, entre guillemets, la veste qui va devoir m'emmener pisser, et ça coince. Parce que aujourd'hui, un employeur, il n'embauche pas deux personnes, il en embauche qu'une. Et puis, un employeur, on lui dit, tiens, ce mois-ci, je suis hospitalisé pendant 15 jours, il va falloir que tu te passes de moi. C'est pas comme ça que ça se passe. Dans une société de la rentabilité, ça marche pas. Donc, le bénévolat, je dis ici, c'est pas... J'ai pas choisi l'option bénévole faute de mieux, hein. Oui. J'ai vraiment choisi
Donc toujours bénévole parce que c'était quelque chose qui me permettait de sortir de cette société de rentabilité, parce que c'est le grand avantage quand on est handicapé et qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois, c'est-à-dire je peux pas à la fois gérer la technique, la tendance, les toilettes, voilà, et gérer. Donc l'avantage c'est que ça m'a obligé à faire des choix. Donc j'ai fait le choix de ce qui me plaisait. Et je me pose une question, parce que là, je pense, vous me faites rappeler à un grand scientifique qui nous a quittés, c'est Stephen Hawking, même en ayant des personnes aussi célèbres qui ont travaillé, qui étaient astrophysiciens, ça n'a pas aidé les employeurs en France de se dire, bah si, il y en a un qui est astrophysicien, bah du coup, je peux embaucher Olivier Roux. Oui, il y a un vrai problème encore de perception. Je dis pas que il faudrait que tout, enfin, moi ce que je défends, c'est la liberté du choix. Oui. C'est-à-dire que tu décides de travailler ou pas, c'est ton choix. C'est avant tout un choix de vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, le gros problème, c'est que les politiques de handicap tentent de faire de l'imposition. C'est-à-dire, on est passé d'une politique où ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des images, de la réussite qui sont un peu erronées. Je vais prendre un exemple. Quand le film Intouchable est sorti, Oui. on a beaucoup de spectateurs non habitués au handicap, Oui. se disaient tous les handicapés ressemblent au type d'Intouchable. Ben non, en fait, il y a autant d'handicapés que de handicapés. Et en fait, la question, on arrivera à intégrer complètement la personne handicapée quand on aura admis que c'est pas du soin qu'il faut faire. Alors, je dis pas qu'il faut jamais faire de soin, mais là où je suis d'accord avec Jérôme, c'est que au bout d'un moment, le soin, il doit laisser la place à de l'accompagnement. Notamment chez les personnes handicapées adultes, tu les soignes plus, les adultes, tu les accompagnes. Et j'ai tout avec les personnes que moi je forme, j'ai tendance à leur dire, n'oubliez jamais que votre métier en tant que futur travailleur social, c'est d'élever les gens que vous allez aider, mais c'est que vous éleviez avec elles. Oui. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'élèvement mutuel, si vous considérez que vous êtes juste là pour faire... Donc, il faut que vous éleviez la personne que vous accompagnez, mais que vous éleviez avec elle. Moi, là, quand je vous écoute tous les trois, je suis très inquiet parce que je me dis, on fait très très mal quand même quelque part. J'ai l'impression qu'il y a un déficit de mission, de travail, et je suis très craintif là quelque part en vous écoutant. Essayez de nous rassurer en nous disant quand même quelques actions concrètes que vous avez menées un petit peu, au moins à votre niveau. Puis qui veut commencer à répondre? Je crois que le premier enjeu, c'est une question de formation. Et en écoutant mes collègues, je voulais revenir sur un point. Alors, je suis d'accord qu'il faut former les parents, mais il ne faut pas oublier que les parents, ils doivent garder leur rôle de parents. Oui. C'est-à-dire que les professionnels, c'est pour ça qu'il faut des bons professionnels indépendants et pas... parce que c'est pas non plus aux parents de se substituer tout le temps à le parent, c'est pas un idiot. Enfin, mais c'est dur cet équilibre de se dire je suis le papa, je suis la maman, je vais m'occuper de mon enfant qui a cet handicap-là et de lui donner de l'amour de parents. Et en même temps, il faut que je me forme au braille, il faut que je me forme à la langue des signes pour lui expliquer les choses. Donc il y a quelque part aussi une formation professionnelle à faire. Cet équilibre est difficile, hein, c'est ça. Je pense. Et quand je dis ça, je dis pas qu'il faut pas former les parents. Hein. Je dis juste que le parent, ça ne doit pas devenir un professionnel. Oui, j'entends. Mais c'est pour ça que j'entends très très bien. Ça, c'est très important. Et je dis justement, l'équilibre doit être très difficile à faire. Particulièrement dans des périodes... Alors, je vais pas vous raconter ma crise d'ado parce que on en aura pour 2 jours, mais oui. Particulièrement dans des périodes de crise d'adolescence où c'est normal que vous envoyiez bouler vos parents, si vos parents se sont substitués totalement aux professionnels, c'est dur de leur dire je vous emmerde. Oui. Enfin, c'est pas que je sois fan de dire ce genre de truc à des parents, mais comme t'es ado, c'est normal d'en avoir marre de tes parents. Donc s'ils sont substitués aux professionnels, tu sais plus à qui tu t'adresses. Est-ce que je m'adresse à un professionnel qui est censé m'aider, ou est-ce que je m'adresse à ma mère qui me casse les pieds? Non, mais c'est un vrai sujet, ça. Et aujourd'hui, on a une perte totale de repères sur qui fait quoi. Et aujourd'hui, on n'a pas encore de réponse, on n'a pas de solution pour régler. Après, je vais donner la parole à Jérôme. Une petite dernière chose, Olivier Roux. Je pense qu'on a clairement des solutions, mais il faut avoir des professionnels
qui prennent aussi conscience que ils travaillent pas tout seuls. Oui. C'est-à-dire, on travaille pas que avec la personne qu'on accompagne, on travaille aussi avec son entourage. Et l'entourage, faut lui faire accepter des choses. Et parfois, c'est compliqué. Donc, c'est tout quand on travaille avec une personne handicapée, on travaille pas avec que elle, on travaille avec son environnement aussi. Et on a Jérôme Ponsignon qui voulait réagir. Oui, c'est vrai que je comprends très bien la situation de Olivier. C'est assez proche de notre situation à la communauté sourde. Le manque de sensibilisation, le manque de connaissances sur le handicap, sur ce que c'est la surdité, sur ce que c'est une personne sourde, sur ce que c'est la langue des signes. Et avec tout ça, les employeurs seront en capacité de prendre conscience, de dire bah oui, certes c'est une personne sourde, mais elle peut quand même travailler. Alors qu'à l'époque, les employeurs avaient très peur, des accidents de travail, des conséquences que ça allait avoir. Les sourds ne pouvaient pas travailler à cause de cette méconnaissance. Donc là est venue la hache parce que on peut pas travailler, donc on nous donne des sous. Mais c'est vrai que ça manque cruellement de sensibilisation au sein pour les employeurs, pour les familles, pour tout l'entourage de la personne qui est en situation de handicap. Nous, on voit bien que dans la communauté sourde, quand un enfant sourd naît, les médecins ont très peur. On dit oui, il faut vite lui mettre des appareils, vite l'implanter, parce que sinon il pourra pas s'intégrer, il aura des difficultés. Et on leur parle pas de cette communauté sourde existante. Donc c'est très 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 compliqué. Vous écoutez le MAG associatif en Champagne-Ardenne. Comment justement est-ce que l'Académie de la langue des signes propose des actions ou a mené récemment des actions pour justement essayer au moins de régler ces soucis de société? Donc nous, en tant que centre de formation, oui, on propose des sensibilisations. Bien sûr, on ne peut pas forcer les entreprises à nous faire venir. Donc on essaye le plus possible de soit aller dans des entreprises qui n'ont pas de salariés sourds pour sensibiliser, ou alors à des entreprises qui ont un salarié sourd, à sensibiliser les collègues à comment entrer en communication avec la personne sourde, ne pas avoir peur, l'intégrer, donner quelques astuces de sécurité pour éviter d'oublier son collègue sourd. Donc on forme, on sensibilise les entreprises, mais c'est vrai que c'est encore pas assez. Donc tout à l'heure, quand je disais que j'étais assez inquiet entre la réalité où on est très très loin un petit peu de régler quelques soucis dans handicap et le handicap en lui-même. Et là, quand j'écoute un petit peu ce qui a été dit avec Olivier et Jérôme, je me dis en fin de compte, si on vous laissait un tout petit peu de temps, on pourrait surmonter, j'ai envie de dire, après pas loin de 80% du problème. Oui, donc après, ça reste pas un grand choc parce qu'on est déjà une minorité quand même. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une distorsion entre le réel et ce que l'on croit. Si je suis employeur, je pense que, et je crée une distorsion totale avec une réalité et qu'en fin de compte, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à régler. Oui, toujours. Aussi, cette période d'essai qui existe peut laisser l'occasion au patron d'observer. Parce que moi, j'ai été moi-même imprimeur avant d'être formateur. Donc, j'ai été embauchée dans une entreprise d'imprimerie. Forcément, mon patron n'avait jamais vu une personne sourde. Et finalement, lui-même, avec sa propre motivation, a décidé d'entrer en formation pour moi. Donc, j'ai été très contente de pouvoir communiquer avec mon patron parce que lui a pris conscience qu'il fallait qu'il se forme. Et aussi, l'occasion pour lui, c'est que, comme vous savez, le métier de l'imprimerie, on est entouré par plein de machines, ça fait beaucoup de bruit. Donc, la langue des signes, c'était l'occasion de pouvoir communiquer facilement, sans crier, sans s'abîmer la voix. Et puis après, j'ai arrêté ce métier-là et je suis devenue formateur, mais ça a resté quand même un bon souvenir et cet employeur-là restera un des meilleurs employeurs. C'est un beau métier, hein, ce métier d'imprimeur. Très beau métier.
Michel Champeau, est-ce qu'il y a une action avec l'association Valentin AOI, voilà, que vous avez essayé de mener localement et qu'est-ce que vous en ressortez de cette action? Alors, nous, on fait tout au long de l'année de la sensibilisation au handicap. Alors, soit dans les écoles, soit dans les entreprises. Dans les entreprises, on organise, par exemple, un petit déjeuner dans le noir. Les gens arrivent, on leur donne une canne, ils font monter l'escalier, les yeux bandés. C'est pas évident. Et après, manger, comment on fait pour manger sans en mettre partout? Comment on fait pour remplir son verre sans en déborder? Tu imagines qu'il va y avoir une petite bavette. Pas du tout, parce que ça déborde pas. Je pense que je mettrais une bavette, c'était mon cas. Voilà, mais il y a des petites astuces. Par exemple, vous allez servir quelqu'un. Oui. Vous allez lui mettre plusieurs choses dans son assiette. À un côté, la viande, de l'autre côté, les légumes. L'autre côté sera du fromage. Bon, vous allez lui dire que la viande se trouve à midi, que les légumes se trouvent à 4 heures et que le bout de fromage se trouve à 11 heures. Voilà, par exemple. D'accord. Et c'est comme ça aussi qu'on dirige. Mon frère a fait, il y a très longtemps, du ski. Oui. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. S'il fallait aller à droite, c'était à 2 heures ou à 3 heures et voilà. Pourquoi? Ce sont des repères. Oui, des repères d'espace qu'on utilise pour des pilotes ou des astronautes. C'est des repères tout simples qu'on peut utiliser et ça aide. Oui. C'est pas grand-chose, ça aide. Et c'est ça que j'aimerais faire aussi à l'école de cuisine à Reims, à Neuchâtel. Ouais. J'aimerais aussi faire une sensibilisation comme ça auprès des élèves qui seront amenés à faire du service de restauration. C'est-à-dire, une personne déficiente visuelle, on va s'adresser à elle, pas à son voisin. Oui. Alors, comme elle ne vous voit pas, peut-être on va lui mettre la main sur l'épaule. Oui. Monsieur, est-ce que vous voulez telle chose, telle chose? Voilà, c'est des petites choses, mais après, quand ils sont formés tout de suite, après, ça devient automatique, quoi. D'accord. Voilà. Donc, la sensibilisation chez nous, c'est important. On le fait dans les écoles, les entreprises, partout. On peut nous le demander, on peut nous le proposer. Et voilà. Et bon, quand il y a un budget pour ça, pour les formations, C'est aussi une grande question, ça. L'argent. Le financement, Oui. on demande une petite participation. On n'est pas très gourmand, mais on ne fonctionne qu'avec des dons et des subventions, et pas beaucoup. Donc, voilà, quand on fait un travail quand il y a un budget, on demande une petite participation. Sinon, quand il n'y a pas de budget, on y va quand même. Hein. Dans les écoles, on ne fait pas payer. Non. Voilà, dans les centres de loisirs, s'ils ont un budget, parce que généralement, ils ont un budget pour inviter des gens de l'extérieur pour montrer quelque chose. Là, on fait payer quelque chose. Et voilà, et ça rentre dans nos rentrées pour l'année, quoi. D'accord. Voilà. J'ai cru que Jérôme voulait intervenir. Oui, j'avais une question un petit peu pour Michel, parce que nous, dans notre communauté, on a des personnes sourdes et aveugles, donc qui ne voient pas et qui n'entendent pas. Et en fait, on passe par le tactile dans le dos. Donc en haut pour le nord, donc ils ont toujours bien sûr une personne avec elles. Et ils développent comme ça des codes sur l'épaule ou sur le dos. Et il y a des formations sourdes pour les personnes sourdes et aveugles. Et il y a peut-être des petites techniques qui peuvent être prises pour les personnes aveugles. Oui, complètement. Et d'ailleurs, il y a eu dernièrement, fin juin, mais vous y étiez aussi, une action pour la surdicécité, c'est-à-dire les sourds aveugles. C'est une association qui s'appelle ERHL, Oui. équipe relais handicap rare, qui s'occupe aussi de ça. Et voilà, donc faut savoir que ça existe. Et puis, en fin de compte, ça peut arriver aussi avec l'âge, parce que avec l'âge, souvent, on perd un peu de vue, Oui. mais on perd aussi de l'ouïe. Et ben, on s'approche, sans aller jusque-là, on s'approche de la surdicécité. On n'y voit plus bien, puis on n'entend plus bien. Alors, bon, ça devrait quand même parler aux gens, quoi, Ouais. cette situation. Alors, c'est bizarre ce que j'ai en tête, en plus, par rapport aux actions, comment vous accompagnez.
quand je vous entends, Michel, sur se déplacer dans l'espace comme un pilote, ou Jérôme qui dit d'être tactile aussi, c'est peut-être parce que je suis fan de romans fantastiques, d'heroic fantasy, tout ça. J'ai l'impression d'être dans un autre univers vraiment magique. Ça me donne cette impression-là. En tout cas, aujourd'hui, en vous écoutant, je me dis qu'il y a quelque chose de magique peut-être à apporter au grand public. Non ? Magique, je sais pas, mais il faut bien prendre, avoir ses petites affaires, ses astuces, ses trucs. Et puis aussi, nous, maintenant, avec l'informatique aussi, on a quand même un bon coup de main. Hein, on peut, avec le téléphone, on peut avoir une application qui va vous lire quelque chose, une inscription sur le mur, le nom de la rue, ou voilà. Oui. Ce sont des applications et autres qui peuvent bien nous aider, quoi. Mais il faut le savoir que ça existe, il faut les mettre, il faut savoir s'en servir. On est toujours en train d'apprendre. D'accord. Alors tout à l'heure, on parlait un petit peu, justement, en plus, c'est un des handicaps qui est né pour Olivier dès la naissance. On parlait justement des enfants, des bébés. Parce que vous n'avez pas encore entendu ça, est-ce que vous menez des actions dans des maternités, auprès des sages-femmes, des gynécologues, auprès des parents quand le nourrisson vient d'arriver? Est-ce qu'il y a des actions qui existent dans ce milieu-là spécifiquement? Allez-y, Olivier. Alors, comme j'ai la chance d'intervenir à l'IFAS, donc l'école d'aide-soignante, il y a effectivement des aides-soignantes de maternité. Et le gros problème, c'est que souvent, enfin, je parle dans le cas d'une naissance très prématurée, ça veut dire que l'enfant est tout de suite étiqueté comme, comme un petit être fragile. Sauf que, c'est ce que je dis aux étudiants, qu'il soit fragile les premières années de sa vie, c'est normal, c'est logique, puisqu'il est préma. Mais après, il faut rapidement sortir de ce statut de fragilité, parce que si vous maintenez quelqu'un dans un... en fait, il finit par se persuader qu'il l'est, mais il sait rien. Donc vous intervenez directement, quasiment auprès du personnel, dans l'information. Alors, des fois auprès du personnel déjà en poste, mais aussi auprès des futurs praticiens. Et je leur dis toujours, et puis c'est pareil, dans la manière dont on annonce le handicap aussi. Il y a aussi un vrai travail, c'est-à-dire que aujourd'hui ça reste la question de l'annonce sur les années de travail de médecine. Moyenne un médecin c'est 7 ans d'études, hein. Oui. Ça reste travailler sur l'annonce, c'est ridicule. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment ils reçoivent votre intervention, votre message, ces futurs médecins ou ces médecins déjà en pratique? En fait, le gros problème, c'est que le premier aveu qu'ils font, c'est que eux, ils sont coincés dans la théorie, particulièrement à l'hôpital. Oui. En établissement, c'est un peu différent. Je pourrais vous en parler après, si vous voulez. Particulièrement à l'hôpital, parce que ton patient, tu le vois passer, mais tu le vois plus en fait. Oui. Ils sont coincés dans ce rapport soignant-soigné. Donc en gros, ils sont coincés dans « je vais guérir la personne qui est en face de moi ». D'accord. Sauf que c'est ce que je leur ai dit, c'est ce que je leur dis souvent, il y a un facteur de soin, parce que effectivement, vous allez soigner certains problèmes médicaux, mais si vous voulez guérir quelqu'un, ça marche difficilement, ce genre de handicap. Donc vraiment, passer du soin à l'accompagnement, ce qui ne veut pas dire qu'il faut nier le soin. Si je prends mon exemple à moi, quoi que je fasse, j'aurai toujours besoin d'aide pour aller tisser. Oui. Par contre, donc il ne s'agit pas de nier le fait que j'ai besoin de soin. Il s'agit de me voir dans l'entièreté de ce que je suis, c'est-à-dire à la fois quelqu'un qui a besoin de soin, mais aussi quelqu'un qui fait autre chose. D'accord. C'est-à-dire, je ne suis pas que le gros boulet qui sait pas aller tisser tout seul. Et donc, l'enjeu des sensibilisations, c'est de modifier ce rapport-là. Donc, ça veut dire que quand ils sont à votre rencontre, ils découvrent que dans leur cursus, ils n'ont pas cette formation-là. Ils constatent ce manque dans le cursus. Il y a une difficulté d'apprendre à casser le rapport soignant-soigné. D'accord. Et tout à l'heure, vous me demandiez quelle action on mène spécifiquement. Pour vous donner un exemple, Allez-y, avec l'IRCS, on est en train de travailler à l'organisation d'un marathon travailleurs sociaux usagers, parce qu'on se dit que le marathon, il n'y a rien de mieux pour inverser les rapports soignants-soignés, parce que parfois, alors évidemment pas moi puisque je peux pas courir, mais parfois les usagers qui sont pourtant étiquetés comme handicapés, ils sont plus endurants
que les travailleurs sociaux qui... Donc, parfois, c'est le travailleur social qui va avoir besoin d'aide pour le finir, son marathon. Donc, du coup, ça inverse le rapport. Et donc, moi, j'adore travailler sur... parce que je pars du principe qu'une relation d'accompagnement, faut que les deux parties soient déséquilibrées. S'il y en a un qui a le pouvoir sur l'autre, quel que soit celui qui a le pouvoir, que ce soit l'usager ou le... Donc vraiment, il faut apprendre à la question de la rencontre et du déséquilibre mutuel, et pas du pouvoir, du déséquilibre mutuel, elle est importante. Elle est très importante. Michel. Alors, moi, écoute, si tu organises quelque chose comme ça avec l'IRTS, chez nous, on a une personne non-voyante qui est chalonnaise, Ouais. Et qui court très bien. Et j'aimerais bien le faire participer. L'invitation aujourd'hui, là. Ouais, vous voyez, c'est aussi à ça que ça sert, ces moments-là. Voilà. Des moments de rencontre où on se dit ce qu'on fait, parce que dans notre quotidien de militant, on n'a pas forcément le temps de se voir tout le temps. Oui. Donc la rencontre, c'est un sujet important dans l'accompagnement. Vous écoutez le MAG associatif en Champagne-Ardenne. D'accord, donc on entend bien quand même, on entend en plus, c'est vraiment votre mission d'engagement, de travailler auprès de tout ce personnel en action future, auprès d'eux justement, que quand les enfants arrivent, ils aient le mieux possible et bon réflexe. Exactement. Et quand Michel Champ, allez-y. Excusez-moi. Allez-y. Quand je parle de participer, la personne dont je parle ici est toujours en recherche d'un guide. Alors, elle en a un, mais c'est une personne qui travaille. Ça serait bien d'avoir au moins un second guide qui court bien, qui pourrait l'accompagner pour les entraînements. Et sur Châlons, j'avais interrogé la mairie qui m'a dit avoir interrogé les centres sportifs de Châlons. Et il est sorti personne, mais ça n'existe pas. Quelqu'un qui court bien, qui accepte d'accompagner une personne déficiente visuelle, enfin non-voyante, qui court bien, quand même aussi. Alors voilà. Alors, on fait passer le message, et juste après l'émission, je prends les coordonnées, et nous, sur notre radio, on fera aussi passer le message qu'on cherche un guide pour courir. Voilà. Est-ce que, je reviens sur Jérôme, est-ce que du coup, vous aussi, vous menez des actions, mais vraiment dans le sein médical, et surtout maternité? Nous, en maternité, bon, pour le coup, on n'a pas eu l'occasion. Après, en soi, comme la surdité se dépiste tôt et se soigne tôt, l'enfant n'est pas décisionnaire de ce qu'il veut faire. C'est plus les parents qui prennent les décisions. Nous, moi, par exemple, en tant que parent, je suis obligée de faire venir un interprète. Et à l'hôpital de Reims ou en Champagne-Ardenne, c'est assez compliqué. Par exemple, dans les bons modèles, on va dire, il y a l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. C'est un UASS, donc un pôle, une unité de soins en langue des signes. Donc là, à ce moment-là, l'enfant, à la limite, peut se rendre seul avec l'interprète qui est mis en place par l'hôpital. Les secrétaires sont signantes. Il y a des médecins signants. Et ça, ce serait une grande avancée rien que pour nous en tant que personnes sourdes, parce que des UASS en France, il y en a une vingtaine. Ah oui, ça fait peu. C'est très peu. Sur 60 millions d'habitants, 20 personnes, pour moi, il n'y a personne, j'ai envie de dire, quelque part. Sans dénigrer les 20 personnes qui travaillent, bien évidemment. À Paris, dans l'unité, il y a 3-4 personnes. Il doit y en avoir aussi 4 en Rhône-Alpes, 2 dans l'Est. Sur la Champagne-Ardenne, il n'y a rien. Ah oui, d'accord. Donc, alors là, c'est plus qu'un travail. Là, il faut mener une vraie action politique à grande échelle. Oui, donc, en plus, pour créer cette UASS, il faut des conditions, bien sûr. Donc, il faut un médecin signant. Donc, c'est niveau B2 pour pouvoir entretenir une conversation correcte, un petit peu comme l'anglais où il y a les niveaux A1, A2, B1 et B2. Donc, pour la langue des signes, c'est pareil. Il faut avoir le niveau B2 pour avoir un médecin signant. Il faut une secrétaire signante pour avoir une accessibilité, pour que la secrétaire sache que si c'est telle personne, il faut plutôt l'appeler en vidéoconférence ou par mail ou par SMS et non pas par téléphone. Quelques aides-soignants, infirmières qui sachent plus ou moins signer.
un métier qui est un petit peu atypique, c'est un intermédiateur sourd, donc qui reformule les propos de l'interprète, parce que parfois les personnes sourdes n'ont pas, il y a comme en français et le vieux français, il y a une vieille langue des signes, donc parfois les interprètes sont pas adaptés, donc il faut une seconde personne pour pouvoir reformuler le message de l'interprète. Donc il faut ça au sein de l'UASS, donc c'est beaucoup de critères qui sont compliqués à remplir. D'accord. Je me pose une question. Je me dis, tiens, si demain je pouvais mener une action politique en France, et vous allez me dire si mon idée est intéressante ou pas du tout, n'hésitez pas à la critiquer. Si je me dis, tiens, demain, souvent on doit apprendre l'anglais, l'espagnol, maintenant même le chinois ou le japonais. Si je me dis, non, maintenant on va apprendre plutôt la langue des signes, la lecture sur braille, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors ce serait une bonne idée, mais d'abord le premier pas, ce serait, c'est ce qu'on veut, noter la langue des signes dans la Constitution française. Ça n'y est pas encore. C'est reconnu, mais c'est pas noté dans la Constitution. C'est reconnu par la loi de 2005 avec l'égalité des droits et des chances, où on peut choisir la langue des signes en tant qu'option, mais on n'a que ça pour l'instant. Rien n'oblige, mis à part le noter dans la Constitution, qui pourrait provoquer ensuite une obligation de l'apprentissage de la langue des signes, ou noter cette accessibilité. La loi de 2005, certes, est bien, mais il n'y a pas de vérification ensuite de la mise en place de cette accessibilité. Ah oui, donc d'où la différence entre la Constitution et la loi. En fin de compte, la loi n'est pas si obligatoire que ça. Il n'y a pas forcément de sanctions en plus derrière, ou de coercition. Oui, il n'y a pas de sanctions derrière. On dit il faut donner de l'accessibilité, mais à la différence, si elle n'est pas donnée, à la différence du droit, ce sera une obligation d'État. Oui, c'est ça. Et ça fait 20 ans, là ça va faire 20 ans que la loi a été mise en place, certes, mais après c'est un peu chacun fait comme il veut. Par exemple dans les musées, il y a des musées qui vont le faire, d'autres non, des établissements qui vont pouvoir donner cette accessibilité, d'autres non, alors que si ce serait noté dans la Constitution, tout le monde serait obligé de le faire et tout le monde serait sanctionné s'ils ne le font pas. Est-ce qu'il existe... Ah, il voulait terminer. Mais oui, ça a été imposé par exemple pour les ascenseurs, pour les rampes, pour les personnes en fauteuil roulant, mais nous, à côté de ça, la langue des signes, ça passe un petit peu inaperçu. Est-ce qu'il y a des pays, là je pose la question vraiment à tous les trois, est-ce qu'il y a un pays un petit peu que vous avez en référence, on se dit tiens, il faudrait qu'un petit peu nos politiques aillent rencontrer ces autres politiques de ce pays étranger, je ne sais pas lequel, ou qu'ils prennent un petit peu exemple, qu'ils se disent il y a peut-être des réussites intéressantes à aller copier quelque part. Oui, nous, au niveau de la langue des signes, ce serait les États-Unis, qui sont très très en avance. Il y a, par exemple, une personne sourde va se rendre chez un avocat, il y aura un interprète. Et il va se faire arrêter par la police, il y aura un interprète. Les médias sont directement diffusés avec un interprète. Il y a des relais téléphoniques 24 heures sur 24. Par exemple, ici en France, on n'a que 3 heures par mois pour pouvoir appeler avec un centre relais. Mais 3 heures par mois, c'est pas beaucoup. Dès qu'il y en a plus, il faut attendre le mois prochain pour pouvoir appeler ou payer de notre poche. Alors que les États-Unis, où ils sont vraiment très très avancés sur tout ce qui est technologie, accessibilité. Ah oui, donc les États-Unis est quand même un exemple, au moins sur cette matière. Est-ce qu'il y a un autre pays, je sais pas, Olivier Roux, Michel Champeau, si vous connaissez un pays un petit peu référence sur lequel la France devrait rencontrer ici Pour revenir sur les États-Unis, oui. Le grand avantage des États-Unis, c'est que c'est un pays, mis à part la Grande Brousse, mais les grandes métropoles sont des métropoles modernes, c'est-à-dire oui. où le handicap n'a pas été une option. Alors qu'ici en France, même le handicap, même les gens en fauteuil, oui. Ça reste une option, c'est-à-dire que on vous dit souvent, ouais, on a pensé au fauteuil, mais si vous voulez rentrer, vous passez à côté des poubelles, quoi. Effectivement, oui. Non, alors, c'est même humiliant. Alors, je suis pas en train de me plaindre parce que non. Je sais que par rapport à certains autres handicaps, nous on est avantagés, c'est-à-dire. Mais oui. Pourquoi on est avantagés? Parce que notre handicap se voit
faut avoir conscience que moins le handicap se voit, moins on est avantagé. Oui, c'est ce qu'il expliquait justement, Jérôme, que lui, ça ne se voit pas. Donc, je veux pas avoir l'air de me plaindre des avancées de mon handicap. Hein. Ouais. Je me rends compte que par rapport à d'autres handicaps, je suis le haut du panier, si je peux dire. Ouais. Mais pour autant, même dans le cas d'aujourd'hui, on a des des accessibilités très Limitées. très parcours particulier, très local poubelle, quoi. Oui. Excusez-moi de l'image, mais Non, mais je comprends. Et je pense que si vous témoignez, c'est que c'est réel. Est-ce que, Michel Chamfort, vous avez peut-être un pays référence Je pensais peut-être à l'Angleterre parce qu'ils sont, même à l'école, ils font beaucoup de social, très jeunes, des enfants. Et donc, ils sont quand même assez ouverts sur le handicap. L'Angleterre. Alors, le Japon, je crois, on m'a dit, bon, je ne sais pas aller voir, qu'il y avait, par exemple, sur les trottoirs, des bandes de guidage, déjà, qui sont là pour tout le monde. Hein. D'accord. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Quand on fait quelque chose, ça va servir aussi aux autres. Une personne âgée, elle sera peut-être bien contente de prendre un plan incliné plutôt que de monter un escalier. Et ça servira aussi bien au fauteuil que à cette personne. Enfin, tout peut servir aussi aux autres. Alors, on va le faire tout de suite. ouais. Exactement. Non, en tout cas, j'entends qu'il y a quand même des pays anglo-saxons qui ont l'air d'être un peu plus au point sur la question du handicap. Puisqu'on le temps passe très très vite. Donc, du coup, je vais essayer de terminer avec cette question. Parce que je sais que très souvent, on n'a pas forcément l'occasion de dire les choses. Et peut-être que vous avez envie de dire, vous, des choses aujourd'hui. Et qui veut commencer vraiment à s'exprimer, à dire, je veux vraiment donner l'occasion à s'exprimer aujourd'hui. Oui, alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que la société française ou mondiale, peu importe, certes, on nous donne des outils, des appareillages, l'implant, des moyens de communication, alors que des fois, on l'a pas demandé, on veut juste l'accessibilité en langue des signes, une chose assez simple, et finalement, on se retrouve avec plein d'autres choses qu'on ne demande pas forcément. Et c'est ça, nous, en tant que personnes sourdes, on a simplement besoin de personnes qui parlent la langue des signes et le handicap, il a disparu, en fait. C'est ça. Oui, c'est d'où l'exemple des États-Unis. S'il y avait le langage des signes partout, tout irait bien. Oui, c'est ça que... voilà, on aimerait bien que la politique française prenne exemple sur la politique américaine. En tout cas, on fera tout pour que les politiques publiques écoutent cette émission et entendent justement là ce que vous avez dit en ce moment même. Est-ce qu'Olivier Roux voulait dire quelque chose aujourd'hui ou parce que peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion de le dire et je veux que vous le disiez aujourd'hui. Juste peut-être se dire que, en fait, le gros problème de l'accessibilité aujourd'hui, c'est que on est dans une société très, très immédiate, où tout doit aller vite. Et en fait, tant qu'on n'aura pas compris que prendre du temps, c'est aussi rendre les choses accessibles, parce que moi, si je prends l'exemple d'un truc bateau, hein, si je dois manger une côte de porc devant vous, là, pourquoi une côte de porc, on sait rien, mais ou une cuisse de poulet, et ma cuisse de poulet, il va me falloir 3 quarts d'heure pour la dépioter. D'accord. En soi, c'est pas grave, hein. Oui. Mais on est dans une telle société d'immédiateté que, en fait, spontanément, on va te dire, c'est trop long, il va falloir que tu trouves une autre solution. Non, et en fait, il y a des tas de sujets comme ça, où finalement on se retrouve à être pas dans le même tempo que le valide. Oui. Et donc du coup, c'est à nous d'accélérer alors que ça devrait être à eux de ralentir. C'est ça. En tout cas, j'espère que le message sera entendu, dire à nos politiques publiques, attention, le temps, la durée des choses ne sont pas les mêmes pour tout le monde. On n'a pas la même temporalité quand on est handicapé. Exactement. Quel que soit le handicap d'ailleurs. Et pour Michel? Oui, c'est vrai, on est quand même un peu plus lent, parce que, surtout en prenant de l'âge, évidemment, donc on est un petit peu plus lent, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites qui sont très simples. Tout ce qui est pour le handicap visuel, je parle, Oui. Tout ce qui est contraste, ça aide la personne malvoyante à se repérer. Tout ce qui est l'accessibilité audio, tout ce qui est l'accessibilité numérique, et là c'est la bagarre, parce qu'il y a très peu de sites qui sont accessibles. C'est-à-dire que quand on va dessus, si on vous met par exemple un plan, un plan, on va dire, on n'y comprend rien.
Il suffirait de mettre sur le côté du plan le nom des rues, par exemple, avec un repère ou quelque chose. Et puis ça se lit. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça qu'il faudrait quand même penser dès le départ, parce qu'il y a quand même vraiment très très peu de sites accessibles. Et pourtant, c'est bien dans la loi de 2005, il y a bien 20 ans, comme a dit, voilà. Oui. Donc, il serait temps de s'y mettre, quoi. L'accessibilité numérique, l'accessibilité, tout ce qui est contraste, tout ce qui est audio, qu'on puisse se repérer quelque part et pas écrire tout petit, écrire gros, mettre à la hauteur de vision des gens et pas à 3 mètres de haut, ou, voilà. Enfin, c'est juste du bon sens. Du bon sens. Merci de nous le rappeler, parce que et c'est ce qu'on a entendu tout au long de cette émission. Et juste un petit peu de bon sens, juste un petit peu d'écoute, juste un petit peu de temps, on peut régler quand même déjà pas mal de choses. Et j'espère que que les politiques publiques nous vont écouter cette émission, on fera tout le nécessaire. On vous réinvitera quand même sur la scène pour prendre encore plus de temps avec chacun d'entre vous, pour encore vous donner plus de temps d'antenne à écouter, à comprendre et à sensibiliser tous ceux qui nous écoutent, et aussi les employeurs qui nous écoutent, et j'espère qu'ils seront un petit peu sensibles à cette question-là. Eh bien, je remercie nos invités. Je rappelle donc Michèle Champron qui est à côté de moi, donc présidente de l'association Valentin AOI. Donc n'hésitez pas aussi de faire des dons ou aussi être mécène. Tiens, les employeurs, s'ils n'emploient pas, au moins qu'ils soient mécènes. Donc n'hésitez pas, l'association Valentin AOI. Et puis on avait Jérôme Ponsignon, donc les formateurs à l'Académie des signes en langue française. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter le site internet et puis aussi être sensible à faire aussi des dons pour que cette mission et qu'on puisse aussi trouver aussi des interprètes. Et merci également à Olivier Roux qui est intervenant à l'IRTS et à l'IFAS. Et en plus, on lui cède de bien continuer cette mission parce que ça commence dès le départ, dès la naissance. Merci à vous trois d'avoir été nos invités. Et puis à nos auditeurs aussi. Nous arrivons à la fin donc de cet épisode Au-delà des apparences, regard croisé sur les réalités du handicap. Nous espérons que ces échanges vous ont permis de mieux comprendre les défis et les expériences des personnes en situation de handicap, tout en mettant en lumière des initiatives inspirantes qui œuvrent pour une société plus inclusive. Merci donc à nos invités, à nos partenaires et surtout à vous pour avoir pris le temps de nous écouter, d'avoir pris le temps de répondre aussi. Continuez à vous informer, à échanger, à soutenir cette cause essentielle. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous au cœur des réalités associatives en Champagne-Ardenne. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.